Bonjour à tous pour cette nouvelle revue de presse de Fréquence Populaire en cette avant-veille de Noël. Alors on va essayer de ne pas faire trop long cette fois-ci, mais très précis puis sur des sujets intéressants, vous allez voir ça. En attendant, eh bien, si vous aimez ce qu'on fait, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, d'en discuter avec vos amis. Et puis, en bas de la vidéo, vous allez voir, il y a un petit lien pour faire un petit don de 5 euros. Ça n'a pas l'air d'être grand-chose, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Donc n'hésitez pas. Allez, on y va. Alors le grand événement politique de cette semaine, c'était l'inénarrable loi immigration et ses différents périples. Franchement, là, la Macronie a fini l'année en apothéose, dans une cacophonie institutionnelle qui dégrade un peu plus notre République. D'abord parce que, institutionnellement, c'était vraiment n'importe quoi. Les questions d'immigration font partie des sujets, on le sait, qui comptent pour les Français. Ils l'ont encore manifesté avant et après les péripéties de ce vote sur cette loi. Il faudrait bien évidemment engager l'ensemble du pays, faire un grand débat public et puis qui se terminerait par un référendum. Non. Emmanuel Macron a voulu, allez, vous me finissez ça, là. Il a un peu mis la pression sur son ministre de l'Intérieur, Darmanin, et sur la Première ministre, Madame Borne, leur laissant pas le choix. Faites ça vite, sachant que ça n'allait pas très bien se passer. Et se disant que, bon, il en sortira quelque chose, ils passeront un accord dans la commission mixte paritaire avec les Républicains du Sénat, et puis après on verra bien qu'est-ce que le Conseil constitutionnel prendra ou ne prendra pas. Donc Emmanuel Macron, comme d'habitude, a engagé toute cette affaire d'une manière totalement pas sérieuse, comme un adolescent, à la va-vite, et il s'en est suivi, ce qui s'en est suivi, encore une fois, une immense cacophonie. Alors on va rappeler ce qu'on avait dit rapidement la semaine dernière, c'est que de toute façon, ça ne change pas grand-chose et ça ne sert à rien cette loi. Pour la raison suivante, c'est que, bon, vous voyez, il est passé la loi d'une manière catastrophique, chacun y a fait son petit jeu politicien, il a marqué ses pions, mais de toute façon, voilà, la gauche a pleuré, le Rassemblement national a sorti le champagne, mais de toute façon, tout ça va passer devant le Conseil constitutionnel. On sait très bien qu'une partie des dispositions seront supprimées par le Conseil constitutionnel, et de toute façon, ce qui ne sera pas supprimé par le Conseil constitutionnel, comme on l'a dit la semaine dernière, ça sera interdit par soit la Cour européenne des droits de l'homme de l'Union européenne, la CEDH, soit la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne. Deux instances qui font bien attention que nous n'ayons aucune souveraineté dans aucun domaine, et spécifiquement sur cette question de l'immigration. Je vous renvoie à la revue de presse de la semaine dernière où on a décortiqué, entre autres, l'arrêté du 21 septembre de cette année, fait par la CJUE, qui empêche quoi que ce soit. Et puis de toute façon, il a été décidé à l'Union européenne que tout désaccord par immigrant sur les quotas européens coûterait 20 000 euros à chaque pays, donc à la France. Donc de toute façon, ça ne se décide pas dans notre pays. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce sujet, en dehors de ces problèmes et ces bisbilles électorales, politiciennes, dont nous avons tous vu la tragédie à l'Assemblée nationale, au Sénat, et après, avec cette pathétique prise de parole par le président de la République. Eh bien, il faut bien comprendre que l'immigration massive telle qu'elle existe dans notre pays, et qui est un phénomène nouveau post-Deuxième Guerre mondiale, tout ce qui est dit sur l'immigration massive d'avant est une légende urbaine. Il y a eu toujours des immigrations, des pénétrations, des rencontres entre les peuples, mais jamais à ce niveau-là. Et ceux qui sont à la source de l'immigration massive en France, c'est le très grand patronat français.
Alors quand je dis patronat, je ne parle pas de tous les patrons. Les patrons, il y en a plein. Il y a des petits patrons. Et la plupart des petits patrons sont dans des galères. Je ne parle pas des artisans. Je ne parle pas du gars qui tient sa petite boutique. Je parle des très très grands patrons. Les patrons du CMPF, les patrons les maîtres de forge, ceux qui ont des usines de milliers d'ouvriers ou ceux qui sont les grands capitalistes financiers. C'est eux qui assurent depuis des décennies l'immigration massive dans notre pays. C'est eux l'appel d'air. Ils l'ont fait avant la guerre d'Algérie, ils l'ont fait après la guerre d'Algérie, ils le font aujourd'hui de différentes manières, mais c'est eux qui assurent cette immigration. D'ailleurs, tout de suite après le vote de la loi, à la commission, et puis la décision faite de la loi, la forme qu'elle prendrait à la commission mixte paritaire, eh bien c'est Patrick Martin, le nouveau président depuis juillet dernier du MEDEF, qui a, comme d'habitude, dit « Oh là là, ce qui serait bien, c'est quand même qu'il y ait 4 millions de nouveaux immigrés salariés en France d'ici 2050. » Il n'y a aucune nouveauté là-dessus. Le MEDEF fait ça depuis toujours, ainsi que Business Europe, qui est le MEDEF au niveau, disons, européen. Ajoutez à cela les travailleurs détachés, et c'est la garantie assurée du travail et du travail bien rémunéré en France. Et quand on dit c'est la garantie du travail bien rémunéré en France, on ne parle pas évidemment que des Gaulois, on parle de tous les Français, qu'ils s'appellent d'origine Georges, Karim, Jean-Luc, Sophie, Fatima, Mamadou, peu importe, c'est tous les Français qui sont attaqués par cette immigration économique incontrôlée et par les travailleurs détachés européens qui, comme vous le savez, sont plutôt blancs et souvent catholiques puisqu'ils viennent d'Europe de l'Est. Donc ce n'est pas une question raciale, ce n'est pas une question religieuse, c'est une question d'immigration et de pression faite par le très grand patronat sur les conditions de travail et sur les rémunérations. Ça s'appelle du dumping social. Et c'est à ça que ça sert en priorité. Et oui, c'est la concurrence des misères, parce que ça permet d'avoir une continuation d'un chômage de masse, parce qu'en réalité, en France, on a un chômage de masse de plusieurs millions de personnes. Ce chômage, en particulier des nationaux, et encore une fois, quand je dis nationaux, ils peuvent s'appeler Jean-Luc, ou Kader, ou Sophie, ou Liem, ça n'a aucune importance, c'est ceux qui sont français. Eh bien, ça s'appelle, pour ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Karl Marx, l'armée de réserve du capital. Tant qu'il y a un maintien d'une masse importante de chômeurs, eh bien, vous pouvez faire pression sur le travail, sur les salaires, sur les conditions de travail, et c'est ce qui se passe. D'ailleurs, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, qui n'est pas franchement une organisation très socialiste ni de gauche, eh bien, il y a en France, parmi ceux qui travaillent, ceux qui ont un emploi, 25% de travailleurs précaires. Souvent d'ailleurs, ce sont des femmes. Selon également l'INSEE, nous en sommes aujourd'hui en France à 2 millions de salariés pauvres, c'est-à-dire 8% de ceux qui travaillent. C'est-à-dire ce sont des gens qui travaillent, qui ont un salaire, et bien pourtant, ce travail, ce salaire les maintient sous le seuil de pauvreté. C'est magnifique. On voit bien que ça ne va pas très très bien dans notre pays. Et donc, on est, avec cette immigration économique de masse qui est organisée par le patronat national et européen, on est dans une fuite en avant qui détruit notre société et qui profite surtout aux actionnaires des multinationales. Et c'est ça le problème, c'est que ça détruit la société. Et c'est pourquoi, et là je le dis aux camarades de gauche, pour qui les questions d'immigration, une inquiétude abominable, ça leur fait peur souvent, ou ils ont peur d'être dans le camp des méchants. Et écoutez, tous les sondages le montrent. 2 Français sur 3 sont plutôt pour la loi immigration telle qu'elle a été présentée, alors qu'elle est vraiment mauvaise. Pourquoi ? Parce qu'ils sont pour un contrôle de l'immigration. Et encore une fois,
ce sont 2 Français sur 3 qui incluent bien évidemment les immigrés récents qui sont devenus français et leurs enfants. Car devinez sur qui, en premier lieu, va se faire la pression migratoire. Ça ne va pas être sur les traders qui vivent dans le 16e arrondissement de Paris. Ça va être sur les derniers qui sont arrivés sur le marché du travail, les immigrés, ceux qui vivent dans les cités, ceux qui sont dans les quartiers populaires. Pour ceux qui connaissent un peu ces quartiers-là, c'est là qu'il y a le plus de chômage, c'est là qu'il y a le plus de difficultés, c'est là que les salaires sont les plus bas. C'est là que les gens ne veulent pas voir encore d'autres personnes arriver pour les concurrencer de manière totalement intenable. Et c'est là que je dois faire une incise sur un sujet qui est très mal compris. C'est le concept de préférence nationale. Alors, quand on dit préférence nationale, certaines personnes voient les fascistes en chemise noire défiler au pas de loi dans les rues des capitales et l'extrême droite au pouvoir. Mais c'est vraiment ne rien comprendre au terme. Préférence nationale ne veut pas dire préférence raciale, ne veut pas dire préférence blanche, ne veut pas dire préférence religieuse ou préférence ethnique. C'est une préférence nationale. Ça veut dire que cela concerne tous ceux qui sont français et françaises. Or, selon notre Constitution, nous ne faisons pas de distinction de race, d'origine, d'ethnie ou de religion quand on est français. La préférence nationale s'applique donc à tous les Français, pas juste à je ne sais quel Gaulois. La préférence nationale, c'est pour Karim le Français, c'est pour Georges le Français, c'est pour Liem le Français, c'est pour Fatoumata la Française, c'est pour Sophie la Française. C'est ça la préférence nationale. Et il n'est absolument pas illogique que les pays, quels qu'ils soient, protègent d'abord leurs ressortissants, surtout dans des périodes de crise. Et la plus grande partie des Français, y compris ceux qui sont issus d'immigration, encore une fois pour les raisons que je n'ai pas répétées, mais ils sont tout à fait attachés à ce que d'abord on s'occupe d'eux, surtout quand la situation est aussi grave en termes de crise, en termes d'accès à l'emploi, en termes de salaire, en termes d'accès aux soins et à l'école républicaine. Bien évidemment qu'on doit d'abord s'occuper des siens, encore une fois, quelles que soient leurs origines, leurs ethnies, leurs croyances ou leur religion. Et ce qui va nous permettre de faire un petit tour de ce qui aurait pu être fait, plutôt que ce qui est proposé par les uns et les autres, et qui est tout à fait pathétique entre les no borders et laissons entrer tout le monde, on se demande bien comment, et ceux qui ont une vision ethnique et fanatique, pour le coup d'extrême droite, de l'immigration, eh bien, il faut dire que d'autres choses peuvent être tentées. Alors bien évidemment, dans le cadre actuel de la mondialisation, des traités de libre-échange, des traités européens, oui, dans ce cadre-là, si ce cadre-là ne change pas, eh bien, il n'y a pas d'autre solution. C'est Tina, There is no alternative, de Margaret Thatcher. Il faudra faire ce qu'ont fait les autres, incluant Open Borders. Mais les autres options qui n'ont pas été tentées, eh bien, on va faire une petite liste. C'est la régulation du capitalisme, en particulier le capitalisme financier, et arrêter cette folie de dérégulation qui est mise en place, en particulier par l'Union européenne depuis 40 ans. C'est refuser les traités de libre-échange, surtout quand ils ne prennent pas en compte des clauses sociales et des clauses environnementales. C'est promouvoir la charte de la Havane, dont nous avons parlé ici en détail avec Philippe Grégoire, qui est notre responsable pour les questions agricoles et coprésident du SAMI social agricole. Donc la charte de la Havane, plutôt que l'Organisation mondiale du commerce, donc l'intérêt général plutôt que le privé, privilégier une organisation mondiale où les êtres humains sont respectés dans leur travail dans tous les pays, plutôt que de mettre en concurrence les misères entre les différents pays. C'est prendre des mesures protectionnistes intelligentes qui vont protéger le travail et l'industrie en France. Et là, pas besoin de s'imaginer quoi que ce soit. On n'a qu'à regarder de l'autre côté de l'Atlantique, chez ceux qui sont nos maîtres actuels, les États-Unis. Dès qu'ils en ont besoin, que ce soit Barack Obama de gauche ou Donald Trump d'extrême droite, il n'y a aucun problème. Ils font des politiques protectionnistes. Ils défendent leur industrie, ils défendent leurs travailleurs, ils défendent leurs agriculteurs. Ils ne sont pas stupides comme nous sommes
dans l'Union européenne, qui est la zone économique au monde qui est la plus ouverte aux quatre vents. Il n'y a aucun système de protection. Un système de protection intelligent, protectionniste intelligent, ça permet de révaloriser les salaires pour tous et d'améliorer les conditions de travail. En tout cas, d'avoir un cadre dans lequel on peut améliorer les salaires et les conditions de travail. On pourrait bien évidemment avoir une loi d'obligation d'achat français. Là, encore une fois, aux États-Unis, ça s'appelle le Buy American Act. Les administrations sont obligées, quelle qu'elle soit, d'acheter d'abord français, ce qui permet d'avoir du bon emploi en France. Ça serait renforcer l'État, entre autres en lui permettant d'avoir un véritable système de planification. Ça serait promouvoir la participation dans les entreprises, cher au général de Gaulle. Et puis, il faudrait, s'il y a une loi immigration, s'attaquer à l'appel d'air dont on parlait et qu'il y ait réellement une loi stricte sanctionnant tous ceux qui embauchent des travailleurs clandestins. Cela s'appliquerait bien sûr à toutes les entreprises, mais aussi aux commanditaires, car il y en a certaines, comme Bouygues ou Eiffage, ou de très très grandes entreprises, qui disent « Non, nous on n'emploie personne, personne n'est clandestin », mais ils ont une série de sous-traitants et ils savent très bien qu'au bout de la chaîne, le poids est porté sur l'entreprise de sous-traitance en BTP qui, elle, embauchera tel ou tel immigré clandestin. Ça, il faut absolument le sanctionner. Et évidemment, en premier lieu, c'est l'État qui doit être irréprochable. Or, l'État emploie des vacataires, emploie des gens qui sont payés au lance-pierre, mais on découvre qu'il embauche des clandestins. Par exemple, à la Poste, ce sont des clandestins qui se sont retrouvés à travailler pour la Poste. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Comment voulez-vous que des patrons ne profitent pas de la manne des travailleurs clandestins quand l'État lui-même n'est pas capable de protéger le travail en France et qu'il emploie lui-même des clandestins. Bon, on est réellement dans une situation que l'on peut considérer comme délirante et qu'il faut absolument changer. Notre vision sur la question migratoire est celle qu'en avait Jean Jaurès. Et on partage de temps en temps ce célèbre discours dit du socialisme douanier. Oui, il nous faudra des douanes aussi. Bon, c'est un autre sujet, on reviendra dessus avec nos amis des douanes. Dans un discours de 1894 à l'Assemblée nationale, je vais vous le lire, ce passage qui est très très clair et qui donne le cadre politique de ce que doit être une régulation de l'immigration. Ce que nous ne voulons pas, c'est que le capital international aille chercher la main-d'œuvre sur les marchés où elle est la plus avilie, humiliée, dépréciée, pour la jeter sans contrôle et sans réglementation sur le marché français, et pour amener partout dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont le plus bas. Ça, les amis, ce que décrit Jean Jaurès, c'est le libre-échange. C'en est la conséquence. C'est amener dans le monde les salaires au niveau des pays où ils sont les plus bas. C'est en ce sens, je continue avec Jaurès, c'est en ce sens, et en ce sens seulement, que nous voulons protéger la main-d'œuvre française. Encore une incise pour nos amis gauchistes, ni nous-mêmes, ni Jaurès, quand on dit française, ne pensons à une ethnie ou une religion. On pense à la nation française. Nous ne voulons protéger la main-d'œuvre française contre la main-d'œuvre étrangère, non pas, je le répète, dans un exclusivisme chauvin, mais pour substituer l'international du bien-être à l'international de la misère. Ça, c'est la bonne ligne politique et c'est celle que nous appliquerions si nous étions au pouvoir, contrairement à ce qui est fait ici et qui continue à renforcer la misère. Et d'ailleurs, je rajouterais que les No Borders ou les Welcome migrants inconséquents sont totalement sur la ligne de Business Europe. C'est la même, c'est l'extrême gauche du capital au service du capital. C'est le même projet. Et pour ceux qui ont la mémoire courte, ce n'est pas ça l'internationalisme à gauche. L'internationalisme, c'est que tous les pays se développent. Comme vous ne le voyez pas à la caméra, mais on a Thomas Sankara qui est dans nos locaux. Saint Thomas Sankara, peut-être pourrions dire, quelques autres saints. Mais Thomas Sankara, c'est un grand souverainiste. Ah oui, burkinabé. Il est du pays... Le Burkina Faso, pays des hommes intègres. Ça va nous permettre tout à l'heure de parler de von der Leyen, qui n'est pas exactement dans l'Union européenne des gens intègres. C'est même le contraire. Donc,
Thomas Sankara, lui, il voulait, en véritable souverainiste, développer le Burkina Faso. Qu'on paye les ressources, qu'on arrête de piller les ressources, qu'on arrête d'imposer des dettes impayables qui permettent de s'aborder et de fracturer en continu le pays et d'imposer des politiques de destruction sociale. Et également, il voulait protéger les cerveaux, les siens, ceux du Burkina Faso, qu'ils ne partent pas ailleurs. Car c'est bien sympathique de recevoir des médecins formés en Guinée-Conakry, ou en Algérie, ou en Roumanie, des ingénieurs qui viennent d'Iran ou du Togo, mais bon, ils ne travaillent pas, ils ne sont pas dans les pays où ils ont été formés, ils ne participent pas au développement de ces pays-là. Ça, c'est pas internationaliste. Ce qui est internationaliste, c'est qu'il y ait une égalité entre les pays et que chaque pays puisse réellement se développer et qu'on vive bien partout. La concurrence des misères, c'est vraiment pas d'internationalisme. Allez, un dernier mot sur cette question pour citer notre ami Emmanuel Todd. Quelques départements français de gauche ont dit qu'ils n'appliqueraient pas cette loi. C'est très très amusant. Il y aurait eu tellement de lois antisociales à ne pas mettre en œuvre. Ouais, ils ont décidé, c'est la seule qu'ils ne mettraient pas en œuvre. Mais de toute façon, qu'ils se rassurent, encore une fois, il n'y aura jamais rien à mettre en œuvre. Ça sera sabordé par le Conseil constitutionnel. Et de toute façon, au cas où ça ne serait pas sabordé par le Conseil constitutionnel, ça le sera par l'Union européenne. Donc ils ne s'inquiètent pas trop. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que de voir que les départements qui refusent d'appliquer cette loi, eh bien, correspondent à la zone des catholiques zombies, décrite par Emmanuel Todd. Le logiciel est économiquement inégalitaire et qui s'est imposé à la Révolution et qui s'est converti à la gauche quand la gauche s'est convertie elle-même à la mondialisation dans les années 80. Donc voilà, la France des départements anti-immigration est concentrée dans 2 blocs de l'Ouest, autour de l'Aquitaine, du Poitou-Charentes et de la Bretagne. D'ailleurs, Charente-Maritime, Poitou-Charentes, Gironde, Aquitaine, le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Midi-Pyrénées font partie des territoires où les emplois salariés sont le moins exposés à la mondialisation. À l'inverse, dans la diagonale du vide, du Limousin à la Lorraine, eh ben, les territoires qui ont le plus subi les délocalisations, qui ont plus subi l'immigration de travail, la France du moche, entre guillemets, comme disent certains, eh ben, on ne vote pas pour les partis politiques qu'on considère comme immigrationnistes ou pro-mondialisation. Voilà. Donc il y a une caractéristique géographique et culturelle et historique à ce rapport à l'immigration, et puis bien sûr, à la manière dont on le vit. Je reprendrai l'expérience que j'ai connue quand j'étais candidat dans une des banlieues de Lens, celle de la République, la cité de la République à Avion, où vraiment, socialement, c'est extrêmement dur. Il y a évidemment beaucoup d'immigrés et peu de travail, un taux de chômage et de pauvreté insupportable dans notre grand pays. Et bien là, des gens m'ont dit, mais il faut arrêter là, il peut plus arrêter d'envoyer des gens immigrés ici. On n'a déjà pas de travail pour nous et nos enfants. Sauf si, éventuellement, vous avez un immigré qui serait pédiatre, parce qu'on n'a pas de pédiatre. Le premier pédiatre, il est à Arras. Voilà. C'est ça ce que pensent les gens dans ces zones déshéritées. Donc oui, ce n'est pas étonnant que les Français veulent une régulation de l'immigration. Ce n'est pas antisocial. Et il y a vraiment un positionnement, pour le coup, je le dis à ceux qui viennent de gauche réel, à lutter contre cet instrument du capital et du capital financier pour peser sur les salaires. C'est pourquoi, contrairement aux politicards d'extrême gauche qui veulent avancer leurs pions, contrairement aux politicards d'extrême droite qui en font de même, eux, sur l'ethnisation de ces sujets, eh bien, nous sommes pour que le peuple se saisisse de ce sujet. Vu cette cacophonie ridicule politique, il faut absolument que là aussi on en vienne au peuple et nous en appelons à un référendum. On a appris cette semaine, sans aucune surprise, puisque c'est la continuation de politiques menées depuis des décennies, eh bien que l'hôpital public a à nouveau bien été détruit dans l'année 2022.
puisque ce sont 6700 lits d'hospitalisation qui ont été complètement fermés en 2022. Alors, dans le même temps, ont été créées 2591 places d'hospitalisation partielle. Alors, il faut comprendre ce que c'est. On ne passe pas la nuit à l'hôpital. Ça s'appelle de l'ambulatoire. Et une place dite de jour, ambulatoire, ça permet d'accueillir plusieurs plusieurs patients dans la même journée. Mais ça implique de faire des politiques de flux tendus, qui sont la tendance actuelle depuis plusieurs décennies de la mondialisation capitaliste, mais de l'appliquer à l'hôpital avec toutes les tragédies que l'on connaît. Alors, même si Emmanuel Macron est particulièrement doué dans le domaine, c'est une tendance qui est massive depuis 20 ans. Puisque depuis 20 ans, on a fermé un quart des lits d'hôpitaux en France. 80 000 lits. C'est intéressant parce qu'on s'est rendu compte au moment de la crise de la Covid qu'un certain nombre de pays ont mieux résisté que les autres, entre autres parce qu'ils avaient plus de lits par habitant que nous n'avons dans notre pays. Pourtant, nous continuons à fermer des lits. Voilà, ça sera bien, comme ça, on sera bien prêt pour la prochaine crise sanitaire si on a une. Alors, c'est quoi les chiffres? Les chiffres sont assez terribles. Donc, sous Emmanuel Macron, on a fermé 30 000 lits. 30 000 lits depuis qu'il est président. Hollande avait fait 2 fois moins. C'était 15 000. Et Nicolas Sarkozy, c'était le plus fort. Lui, il a fait 37 000 lits en 5 ans. Voilà, c'est le champion du monde. Pour le moment, c'est Nicolas Sarkozy, mais Macron a encore 3 ans pour battre le record, même si c'est sur une durée un peu plus longue. Alors la conséquence, c'est quoi? C'est que de cette politique de flux tendu, c'est que les soignants sont sous pression. Ils dénoncent ces fermetures de lits parce que ça sature les services. Ça les met dans des situations ingérables et ça ne leur permet pas d'avoir les moyens pour mener à bien ce pourquoi ils ont choisi ces métiers. C'est le service public du soin à l'ensemble des Français. Voilà, c'est ça qui est sabordé et de manière continue par ce gouvernement. Alors, il y a un sujet qui ne va pas être traité juste aujourd'hui, mais qui sera récurrent cette année, c'est celui de la corruption, et en particulier la corruption à l'Union européenne, et spécifiquement celle qui semble être la championne hors catégorie dans le domaine, Madame Ursula von der Leyen. Madame von der Badaboum, selon un certain Régis. Alors, les enquêtes sont menées, malheureusement pas par un journal ou une juridiction européenne, mais par un journal américain, le New York Times. Le New York Times. C'est le New York Times qui a engagé une procédure judiciaire pour savoir quels étaient les accords secrets entre Mme von der Leyen et Pfizer, quels ont été les échanges, en particulier les célèbres SMS entre Mme von der Leyen et Pfizer. Donc il faut que l'on... on est obligé de saluer ce journal américain, puisque c'est lui qui fait le travail. Et que dans l'enquête, on apprend qu'en ce moment, l'Union européenne est en train de détruire 215 millions de doses de vaccins Covid, pour une valeur de 4 milliards d'euros. Et ceci est une estimation basse. En fait, le nombre de vaccins détruits doit être beaucoup, beaucoup plus élevé. Et dont on doit être là face à un des plus grands scandales de corruption de l'histoire de la corruption. Parce que les sommes engagées sont absolument colossales et que cela concerne pas un pays, mais 27 pays de l'Union européenne, une des plus grandes puissances économiques du monde. Et c'est très symptomatique du fonctionnement de l'Union européenne. Car c'est la Commission européenne, et en l'occurrence sa présidente principalement, Mme von der Leyen, qui négocie pour l'ensemble des pays européens, sans qu'aucun pays européen ne sache quelles sont les clauses du contrat passé. C'est délirant.
mais c'est la réalité. C'est exactement ce qu'il se passe avec les traités de libre-échange. C'est la Commission européenne qui négocie par-dessus les États membres. On voit à quel point la France et les autres États membres de l'Union européenne ont perdu leur souveraineté. Et donc là, on ne sait pas ce qui s'est conclu, on ne sait pas exactement à quel prix, on ne sait pas exactement selon quelle clause, mais on doit tous en payer le prix. Alors certains pays ont résisté, certains pays de l'Est, comme la Pologne ou la Hongrie, mais ils sont attaqués par Pfizer parce que pour non-paiement de vaccins imposés par Bruxelles. C'est génial. Par exemple, dans un autre pays, en Roumanie, les procureurs, je lis, cherchent à lever l'immunité de l'ancien Premier ministre et de 2 anciens ministres de la Santé, affirmant que l'achat excessif de vaccins a causé un préjudice de plus d'1 milliard d'euros à leur État, la Roumanie. On pourrait en faire de même en France, mais je pense qu'on en est loin puisque notre président, lui, veut plus de souveraineté européenne, donc moins de souveraineté française et plus pour que Mme von der Leyen décide. D'ailleurs, je vous renvoie à la revue de presse qui parlait du vote numéro 1357 à l'Assemblée nationale, qui était une sorte de vote d'appui qui n'a été rejeté principalement que par le Rassemblement national et la France insoumise, plus Nicolas Dupont-Aignan, il faut le souligner, qui était un vote de soutien du vote du Parlement européen pour étendre les pouvoirs de gouvernement concrets, les pouvoirs exécutifs de la Commission européenne et pour la transformer en quasiment un véritable gouvernement d'une Union européenne fédérale, chose bien évidemment à laquelle on s'oppose totalement et dans laquelle on voit à quel niveau de non-démocratie, de corruption on pourrait tomber. Alors c'est très intéressant que Mme von der Leyen accueille toujours avec autant de zèle et de joie M. Volodymyr Zelensky, puisque lui-même est pris dans de nombreux scandales de corruption, dont les Panama Papers, ça c'était avant le conflit. Là il apparaît que de nombreux transferts d'argent, dont que ce soit en nature, en armement ou financier, ne soient pas exactement arrivés là où c'était demandé en Ukraine, eh bien ce n'est pas étonnant qu'ils s'entendent aussi bien avec Mme von der Leyen qui, avec son mari, a l'air plutôt d'avoir un comportement avec la caisse publique qui était celle des rois d'avant. Bien évidemment, nous nous y opposons et nous suivrons ce dossier avec une très grande attention car il illustre parfaitement ce qu'est cette Commission européenne. D'autant que, selon l'enquête, le contrat révisé avec Pfizer oblige les pays européens à acheter des vaccins au moins jusqu'en 2027. Alors, un dernier petit point, c'est sur les antisystèmes. Vraiment, c'est pas parce que quelqu'un est anti-système que c'est quelqu'un de bien. Et on en a la preuve avec ce qui se passe en Argentine avec le nouveau président Milei. Je dis ça parce que ici, certains, et je pense spécifiquement, je sais que ça va en choquer certains d'entre vous, à Charles Gave, qui est un opposant anti-système. Mais le problème, c'est que Charles Gave, pour lui, le régalien ne concerne que l'armée, la police, la justice et la diplomatie. Tout le reste, ça doit être privé. La santé, l'éducation, tout est privé, même la justice. C'est pas tellement clair, parce que pour lui, c'est le pénal qui doit être d'État, mais tout ce qui est commercial, c'est des tribunaux d'arbitrage que revient le droit de dire le droit. C'est l'école de Chicago. Et je prends Milei parce que maintenant la douche est déjà froide pour beaucoup d'Argentins, puisqu'il a annoncé une trentaine de mesures. Je vais vous en donner quelques-unes. Alors, l'abrogation de la loi sur les loyers. Voilà, les loyers pourront être fixés comme le veut le marché, c'est-à-dire que certaines personnes vont se retrouver, et même pas mal de monde, à la rue. Abrogation de la loi sur la promotion industrielle, peu importe la promotion industrielle de notre pays. Abrogation de la loi sur la promotion du commerce. Abrogation de la loi qui empêche la privatisation des entreprises publiques. Transformation de toutes les entreprises d'État en sociétés par action en vue de leur privatisation ultérieure. Bon, tout va être vendu en Argentine, c'est parfait.
Réforme du code des douanes pour faciliter le commerce international. C'est un peu comme chez nous, on supprime les douanes, comme ça les marchandises et le trafic passeront sans aucun problème. Modification de la loi sur la gestion des incendies. Bon, ça c'est pour qu'il y ait moins de contrôle, et tant pis s'il y a des incendies qui partent et que des gens partent en fumée avec. Suppression du système national du commerce minier, donc ça c'est pour que les capitaux étrangers puissent rentrer dedans plus facilement. Autorisation de vente de Aerolíneas Argentinas, donc les lignes aériennes d'Argentine. Modification du code civil et commercial. Modification du cadre réglementaire de la médecine et de la sécurité sociale. Ça veut dire privatisation de la médecine. Élimination des restrictions de prix dans le secteur de la médecine, donc renforcement de la privatisation, incorporation des entreprises de médecine dans le système de sécurité sociale. Encore, il insiste beaucoup sur ça. Je pense qu'on va pouvoir, ceux qui s'intéressent vont pouvoir se faire du bénéfice dans le système de santé. Salut à Pfizer, il y a de l'argent à faire en Argentine. Modification du régime des entreprises pharmaceutiques afin de promouvoir la concurrence et la réduction des coûts. La réduction des coûts. Donc encore une fois, Pfizer, il y a des moyens de faire fortune un peu plus, pas seulement dans l'Union européenne, mais aussi en Argentine. Bref, c'est l'école de Chicago. C'est du néolibéralisme pire encore que celui qui est imposé par les traités de libre-échange et de l'Union européenne. Voilà, c'est ça la réforme Milei. C'est ça ce qui nous menace, parce que beaucoup d'antisystèmes sont en fait des marchands de rêves, des marchands d'illusions, et qui préparent des catastrophes beaucoup plus importantes. Sur ce, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année, un excellent réveillon de fin d'année. Pour ceux qui fêtent Noël, un joyeux Noël. Et n'oubliez pas, si vous êtes resté jusqu'à là, c'est que ça vous a plu, de liker, de commenter, de partager. Vous avez, encore une fois, surtout si vous êtes resté jusqu'au bout, si vous voulez nous faire un petit cadeau de Noël, vous pouvez cliquer sur le lien qui permet de faire un don, un petit don de 5 €. Et puis, je fais un appel ici aux volontaires qui voudraient venir nous aider. N'hésitez pas à nous contacter sur le lien que vous trouverez en dessous pour participer à cette émission. À bientôt et bien encore une fois, de bonnes fêtes à tous.